Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Pendant 15 ans, j'ai connu Christina, donc toxique en amitié, très envahissante. Alors j'avais les mails, des pages et des pages quotidiennes, et elle attendait qu'on se retrouve le soir quand on quittait notre travail. Et du coup, je me sens happée. À aucun moment je me dis que je suis envahissante, non. Parce que ça fait des années que j'ai pas quelqu'un à qui me confier. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Je comprends vraiment que c'est à moi de changer. Et là, je prends la décision d'aller faire un travail avec moi-même. Donc d'affronter ma peur de la solitude. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être là au rendez-vous. Alors on a tous besoin d'amis, on a un besoin vital d'amis sur qui on peut compter, à qui on peut tout dire. Et pourtant, toutes les amitiés ne sont pas bénéfiques et certaines peuvent même se révéler toxiques. Je m'apprête à recevoir 2 femmes liées par plus de 15 ans d'amitié. Alors si aujourd'hui leur relation est saine et apaisée, ça n'a pas toujours été le cas. Texto, appels, mails, visites quotidiennes, tout était bon pour envahir l'autre et l'isoler. Alors comment une relation amicale peut-elle se transformer en relation d'emprise? Et surtout, comment éviter de tomber dans ce piège? C'est ce que nous allons voir avec cette histoire d'amitié que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. Enchanté Frédéric. Enchantée, Christina. Alors, vous êtes Christina. Bonjour. Vous êtes Joa. Enchantée. Enchantée. Et Samira. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Je vous laisse poser votre manteau. Merci. Soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer. Merci. Merci. Christina, Joa, Samira. Alors merci sincèrement d'être là, parce que vous allez parler d'un sujet, j'ai envie de dire, assez concernant. Parce que l'amitié, c'est quelque chose de nécessaire, c'est vital pour les êtres humains. Et puis elles peuvent parfois être toxiques. Alors on a parfois entendu des gens raconter comment ils avaient été victimes d'une amitié toxique. Mais c'est très rare que quelqu'un admette, parce que sur cette terre, il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent leurs erreurs, admettent, oui, j'ai été quelqu'un qui était capable d'engranger une relation toxique. Et c'est votre cas, Christina. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en mesure aujourd'hui, on verra que du temps a passé, de dire, et on va essayer de comprendre pourquoi et comment c'est possible, bah oui, on a eu une amitié très forte, et j'étais quelqu'un de toxique. C'était, vous diriez, d'ailleurs, jusqu'à quel point? Jusqu'à la limite du harcèlement? Oui, je pouvais aller jusqu'à lui envoyer des mails qui faisaient plusieurs pages et avoir besoin d'elle en permanence quand j'allais très mal, en fait, oui. Et jusqu'à la pister dans le RER. Pour être sûr qu'elle avait lu le mail. J'ai essayé au maximum de savoir à quel moment elle prenait le train, donc je lui envoyais des messages, des SMS pour savoir à quelle heure tu prends le train, pour que j'essaye de te retrouver dans le train, oui. Bon, on va voir comment vous avez fait pour être capable d'en parler aujourd'hui ensemble, avec le sourire, parce que ça c'est extraordinaire, ça donne de l'espoir pour toutes les relations humaines. Mais je pense que vous allez ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Et on va essayer de voir effectivement comment ça se fabrique à deux une relation. Et donc, vous êtes en mesure d'en parler aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous de le raconter ensemble? C'est important parce que j'ai connu Christina, donc toxique en amitié, très envahissante, et pendant 15 ans. Et la transformation d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est notre amitié, elle a grandi, c'est devenu une amitié inconditionnelle. Voilà, c'est super. Bon, on va essayer de comprendre effectivement. Et Samira, finalement, une relation, ça se fait à deux. On va voir qu'il y a des profils très particuliers. Vous êtes psychologue. Et donc, vous êtes intéressé à l'histoire de ces deux jeunes filles et vous avez donné votre éclairage. Qu'est-ce qu'on appelle une amitié toxique, finalement? D'abord, c'est une amitié, c'est-à-dire qu'à la base, voilà, ce sont des personnes qui ont plaisir à se voir, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de disponibilité l'un pour l'autre. Ça devient toxique quand, en fait, la relation perd sa qualité, voilà, d'échange, de disponibilité et d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est polluant. En fait, il y a une forme de poison qui va entacher la relation. Mais tout ça, c'est inconscient. Par exemple, quand Christine a dit
j'étais toxique, mais je ne le savais pas. Ben oui, parce que tout se joue inconsciemment. C'est-à-dire qu'on est éperdument dans ce désir de j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être soutenu. Et puis l'autre se retrouve dans une position de je ne peux pas laisser tomber. Alors, on va tirer des enseignements évidemment de votre histoire. On va voir à quel point ça nous concerne tous. Avant de comprendre comment vous avez créé cette relation toxique, toutes les deux, on va s'intéresser à vos histoires personnelles. Christina et Joa sont tous deux d'origine portugaise. Christina est même née là-bas en 1969, dans un petit village de 500 habitants. Et si Joa est née en France en 1970, c'est bien au Portugal que les deux futurs amis vont passer leur enfance. Moi, j'arrive en fait dans cette vie, dans un contexte où mon papa est absent physiquement parce que mes parents donc, sont mariés, mais mon papa a immigré en France. Et au moment de ma naissance, je vais savoir par la suite, dans ce que maman me raconte, que papa ne voulait pas assister à ma naissance. En réalité, c'était surtout parce que la situation n'était pas propice pour qu'il reparte au Portugal à ce moment-là. Donc je vais grandir comme ça, avec cette idée-là que papa ne voulait pas de moi en fait. Et il va être absent en fait tout au long de mon enfance. Je vais le voir à peu près 1 à 2 fois par an. Parfois on vient en France lui rendre visite. On va essayer de s'installer en France. Puis on n'y arrive pas vraiment. Donc maman repart. Donc je vais commencer l'école ici, puis je vais repartir, puis je vais revenir, puis je retourne au Portugal. Et à un moment donné, on finit par se poser complètement au Portugal. Et je vais y rester jusqu'à mes 14 ans. Et alors, vous avez quelle place dans la famille? C'est-à-dire, vous avez au départ un grand frère. C'est ça, j'ai un grand Là, vous êtes frère. la petite dernière dans un premier temps. Voilà, le grand frère a 8 ans de plus que moi. Jusqu'à l'arrivée du petit frère qui, lui, a 5 ans de moins que moi. Et le petit frère va naître en France à un moment où on est venu rendre visite à papa. Voilà. Et donc, du coup, quand il va naître, lui, il va devenir le petit dernier, il va prendre toute l'attention. Oui, moi je le vois comme ça, moi je le vis comme C'est comme ça que vous le vivez. Ouais, mais moi ce qui va surtout m'affecter dans mon enfance et qui va m'affecter par la suite, c'est que quand ce petit frère arrive, on va me confier en fait des tâches qui pour moi n'incombent pas à un enfant de mon âge. J'ai 5-6 ans et je m'occupe de mon petit frère qui est un bébé. Donc il devient en fait mon poupon en nature, en vrai. Et en fait, je vais apprendre à m'occuper des autres en fait. Et je vais le vivre tout au long de ma vie. Et du coup, comment ça se passe à l'école, les relations avec les autres enfants, pendant l'enfance, l'adolescence? Alors déjà, ça va être une scolarité qui pour moi est perturbée parce que je la commence là-bas, puis après je pars en France, je continue, puis je repars là-bas, donc la scolarité va être un peu comme ça. Alors pendant ce temps-là, si j'ose dire, vous grandissez au Portugal. Alors, j'avais à peine 1 an, mes parents m'emmènent donc au Portugal. Mes grands-parents maternels décident de me garder. Et vu les conditions, mes parents à l'époque habitaient dans une caravane. Mon papa était dans les chantiers et il suivait ces chantiers, donc avec la caravane. Alors, il n'était pas trop pour que je sois gardée chez mes grands-parents, mais vu les conditions matérielles, ils se sont dit qu'elle sera mieux à la campagne, donc dans un petit village. Mes grands-parents tenaient une ferme à cette époque-là. Donc, Ça, c'est leur intention à eux, mais vous, enfant, vous le vivez comment? alors, je suis choyée, je suis adorée. Je suis le petit bijou de mes grands-parents. Mais ce vide, avec les années, je prends conscience comme si je n'avais pas de parents. Parce que je me souviens qu'à plusieurs reprises, je demande à ma grand-mère « Pourquoi je ne t'appelle pas maman ?» Et elle me dit « Parce que tu as une maman. » Bon, ok. Alors, il paraît qu'il venait souvent me voir. J'ai pas mal occulté. Voilà. Donc, j'y ai vécu jusqu'à mes 7 ans. À 7 ans, ils viennent passer des vacances là-bas et ils décident de m'emmener à Paris pour des vacances, avant que je reprenne en septembre l'école là-bas. Et là, maman tombe enceinte. Je décide de rester. Voilà. Donc, j'ai vécu à partir de mes 7 ans dans une famille dysfonctionnelle. Beaucoup de disputes, beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Alors, voilà, de la violence, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Violence domestique. Oui, très toxique, en fait. Et il m'était étranger, vraiment. Alors, est-ce que c'est le fait de savoir que j'allais avoir un petit frère
qui a fait que je me suis dit, je vais connaître la vie d'une vraie famille normale. Le mot normal était très important. Donc voilà, et du coup, je reste jusqu'à aujourd'hui en France. Et donc vous, quand vous êtes à l'école, ça se passe comment? Alors à l'école, je suis une enfant très très sage, modèle. J'apprends le français en 1 mois, dans les 3 premiers de la classe. Du coup, je ne suis pas aimée. On me rejette, je ne suis pas la bonne copine en fait. Vous ressentez le rejet à l'école? Ah oui. Voilà, donc j'ai très peu d'amis. Mais c'est des amis qui vont me ressembler. Donc timide, réservé, bon élève, voilà. Et j'ai vite aussi en charge mon petit frère. J'ai 8 ans, il naît, et là, je m'en occupe à 99%. Et j'ai développé une responsabilité pour mon petit frère tout de suite. Je me sentais responsable de son bonheur, puisque voilà, on vivait dans des conditions pas très saines. Et il fallait que je le protège. Christina, à 11 ans, vous allez vivre quelque chose de difficile. Le décès de mon papa, oui, tout à fait. En fait, mon papa rentre au Portugal à ce moment-là. Il va avoir une première crise cardiaque. Il ne reste pas à ce moment-là, donc il va partir à l'hôpital. Mais dans la semaine, en fait, quelques jours après, il a une deuxième crise et là, il décède effectivement. Et moi, je le vis comme un abandon, mais je le vis aussi comme une trahison. C'est-à-dire? Je ne vais pas montrer mes émotions, je vais être très rigide. Je me souviens de moi le jour de l'enterrement, par exemple, où comme si je faisais un pacte avec moi, je ne verserai pas une larme. Et vous vous rappelez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Je lui en veux énormément. Là, il vient de m'abandonner. C'est un abandon ultime. Ouais. En plus, c'était un moment de ma vie. J'étais convaincue que mon père rentrait au pays pour de bon, en fait. Et je l'ai cru pendant des années. Et en fait, un jour, ma mère m'apprend dans une conversation que non, en fait, il était juste rentré comme d'habitude et il avait l'intention de repartir. Mais je serais incapable de dire qu'est-ce qui a fait que j'étais persuadée que là, j'allais profiter de lui, en fait. Après ce drame, Christina se réfugie dans le silence. Elle porte le deuil jusqu'à ses 14 ans. C'est à cet instant qu'elle rencontre un garçon pour qui son cœur bat pour la première fois. En vain, puisque sa mère décide brutalement de déménager en France, à Pau. L'adolescente n'a pas le choix. Cette bonne élève va alors connaître des débuts difficiles dans son école française. À l'école, j'arrive en plein milieu d'année scolaire, j'arrive en janvier 84. Donc c'est très difficile pour moi de m'intégrer et c'est très difficile d'avoir des zéros pointés partout, alors que j'avais des 19, des 18, des 19 au Portugal. Donc là, vous êtes en situation d'échec, vous ne vivez pas très bien. C'est très difficile. Et pendant 3 mois, je ne parle pas. Je me mets au fond de la classe. Je ne fais qu'écouter. Je lis énormément. Et je vais apprendre à parler le français à travers mes lectures et par le fait que j'écoute. Je suis beaucoup dans l'écoute. Donc au bout de 3 mois, je commence à parler et je commence à me débrouiller très bien à l'école et je finis l'année scolaire avec 17 de moyenne générale. J'étais pas mal rejetée par les copines parce que j'étais une bonne élève à l'école. Et moi, mon but d'être une bonne élève, c'était d'être aimée par la maîtresse. Et j'y parvenais. Et en fait, moi, je vais souvent passer au niveau de l'amitié d'un groupe de copines à un autre groupe de copines. Qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs? C'est ça. Par exemple? Par exemple, les tenues vestimentaires, le fait de... Si dans un groupe, elle fume, moi aussi, je vais essayer la cigarette, alors que je réalise tout de suite que c'est pas mon truc et que j'en ai pas envie et que ça me rend malade, jusqu'à avoir des maux de tête et je le fais. Je vais le faire pendant 1 an. Pour appartenir à un groupe? À un groupe, c'est ça, oui, tout à fait. Et puis quand elles finissent par me rejeter, je vais à nouveau vers l'autre groupe. Et c'est des choses comme ça. Donc, je vais... Donc il y a une sorte de errance pour être accepté? Oui. Donc, ce qui ne vous fait pas aimer par vos camarades, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi cette amitié était si forte par la suite. Du coup, comment vous grandissez fin d'adolescence? Vous avez des relations amicales avec d'autres? Je vais avoir surtout une amie qui m'est présentée en fait par des oncles et des tantes qui sont déjà là, qui habitent à Pau. Mais au niveau des copines qui sont dans la même classe que moi, c'est pas évident. Bon, on va évidemment raconter votre rencontre quand vous avez 28 ans. Mais auparavant, Samira, qu'est-ce que vous notez dans les 2 histoires, les 2 enfances? Il y a des similitudes. De toute façon, voilà, quand on arrive au monde, nous avons des besoins. Et on rappelle lesquels?
alors les besoins évidemment physiques, hein, de nourriture, d'alimentation, mais nous avons essentiellement aussi besoin d'affection. Un bébé qui n'est pas caressé, qui n'est pas touché, à qui on ne parle pas, il peut en mourir, hein. Donc les besoins affectifs, ils sont prépondérants chez l'être humain. Donc on voit que du fait de l'insécurité qui a été créée dans les deux cas, en fait. Dans les deux cas, dans les deux familles, avec des manques, en fait, eh bien, ça va créer des vides. Et ça va créer aussi un trouble dans l'être que nous sommes, à la fois en termes de pensée, hein, au niveau du mental, des pensées, des choses qu'on va se raconter sur nous-mêmes. On n'est pas aimable, on n'est pas... Enfin voilà, si je ne suis pas avec papa, maman, c'est que peut-être j'ai un problème. J'étais pas désirée, donc je suis pas quelqu'un de bien. Désirée, voilà. Beaucoup de confusions en fait qui vont s'établir là. Au niveau du cœur, le cœur qui se brise, et avec une incompréhension, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les informations que l'on souhaiterait. Et puis, au niveau du corps, sans doute, il doit y avoir des tensions, des contorsions, le cœur qui se serre, l'estomac qui se serre. Et du coup, en plus, avec ces allers-retours avec le Portugal, c'est fort, ça. Donc, beaucoup d'instabilité, c'est insécurisant pour un enfant. Surtout pour développer l'amitié. Quand on est jeune enfant, on développe ce qu'on appelle l'affirmation de soi, des liens. Et du coup, là, je commence à créer des liens et puis on les coupe. C'est très violent, hein, pour réapprendre. Et du coup, là, il y a une déperdition de soi. C'est-à-dire, je ne sais plus qui je suis vraiment. C'est-à-dire, je ne sais plus exactement quelles sont mes émotions. Je suis ballottée par un tas d'émotions, par un tas de besoins que je n'écoute plus, en fait. Et du coup, quand je me retrouve avec les autres, ça, c'est tout à fait typique d'un enfant, hein. En général, pour rentrer dans un groupe, on va faire comme lui. Mais normalement, il y a des limites. C'est-à-dire qu'après... c'est l'amour, c'est-à-dire d'être avec l'autre qui prime, au-delà de fumer parce que l'autre fume. Mais là, on voit bien qu'on n'y arrive pas, en fait. Ouais. Alors, ça vous parle à quel point, ce que vous venez d'entendre? 100%. Oui, C'est-à-dire 100%. Qu'est-ce qui vous touche? Oui, je me suis pas sentie construite sur des bases solides d'amour. C'est mon ressenti, même si j'en ai eu énormément par mes grands-parents. Ce qui fait que ça m'a créé sûrement cette dépendance, d'être dépendante d'amis qui vont mal. De vouloir à tout prix aider, sauver l'autre. Pour exister pour l'autre. Pour exister, oui. Moi, toute seule, j'existe pas. Je ne sais pas faire. Si l'autre m'apporte un problème, là, voilà, j'ai quelque chose à penser, à construire. Il va falloir que je l'aide. Donc je suis le sauveur, j'ai ma place. Ah ouais. Et on va voir que c'est ce qui va se mettre en place. Celle-là. Et vous, à quoi ça vous parle? Et moi, ça me parle quand elle dit que effectivement mes allers-retours vont en permanence faire des coupures dans mes relations. C'est exactement ce que je vais vivre par la suite, particulièrement dans mes relations sentimentales, et c'est la raison pour laquelle je vais avoir besoin de Joa. Christina et Joa se rencontrent à l'âge de 28 ans. Elles sont alors mariées et mamans. Et c'est bien devant la porte de l'école qu'elles vont discuter pour la première fois. On est en région parisienne. D'accord. Et nos enfants sont dans la même classe ou à la même école. Même école. Voilà, pas Ils dans la même ont classe. 3 ans. Voilà. Et alors moi, mon souvenir, c'est que C'est que vous n'avez pas le même souvenir de la rencontre, évidemment. Je ne sais pas. Alors justement. Moi, c'est le matin, entre 7h, 7h30, on les déposait au centre de loisirs avant l'école. Et c'est là où je la croisais presque tous les matins, en fait. D'accord. Alors, votre souvenir à vous, d'abord, de cette rencontre? En fait, au début, quand je la rencontre, on finit par se dire bonjour tous les jours, parce qu'on finit par se rendre compte qu'on se voit tous les matins. Et progressivement, on commence à parler. Moi, il y a une chose, je me souviens, qui me rassure, c'est que j'apprends qu'elle habite pas très loin de chez moi, à 2 rues de chez moi. Et moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai pas d'amis. Je suis encore dans mon isolement, même si je suis mariée, j'ai pas d'amis. Donc le fait de commencer à discuter avec elle un petit peu le matin, même si c'est pas très longtemps, je me sens accueillie et j'ai l'impression que je me sens comprise. Donc ça va aller de plus en plus loin. On va finir par se voir les week-ends. Donc là, c'est vous qui invitez au début? Oui. Je vais l'inviter en fait à venir déjeuner un dimanche à midi. Alors maintenant, on va se mettre de votre point de vue à vous. Oui. Donc la rencontre et pourquoi vous acceptez l'invitation? Alors moi au début, je la trouve agréable, plaisante, mais c'est la maman d'un copain de mon fils en fait. Voilà sa place. Oui, voilà. On vient se croiser en faisant les courses, ça je m'en souviens un week-end. Et là, donc,
on a un peu plus de temps pour parler. Enfin, en tout cas, Christina me happe. On arrête un peu nos courses dans un rayon et subtilement, elle m'invite rapidement chez elle. C'est ça, même avec... Ce qui est drôle, c'est le subtilement. Je ne sais pas comment on invite subtilement. On invite ou on n'invite pas, mais c'est subtil et rapidement. En tout cas, à votre goût, c'est rapide. Oui, c'est rapide. Et du coup, je me sens happée. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que alors le sentiment que j'ai, c'est que tout de suite, c'est une personne, je ressens qu'elle a un besoin de parler énormément. Elle a un sac infini. Et je me dis, là, c'est pour toi. Donc, on va y aller doucement. Donc, je ne sais pas si je t'ai répondu tout de suite. J'allais voir si j'étais occupée. Et vous acceptez l'invitation? Je finis par accepter. Pourquoi à ce moment-là, si on est honnête avec soi-même? Aussi parce que c'est la maman d'un copain à mon fils. Les petits, pourquoi pas, on va créer des liens. Et puis, bon, elle quelque part, elle m'attire quand même. Elle est douce, elle est joyeuse. Enfin, cette joie de vivre et cette gentillesse dans le donner. Donc, je ne sais pas si ça commence par un repas quand tu m'as invité ou par un café au début. Je n'ai plus tellement le souvenir non plus, mais je sais que très rapidement, je vous ai invité en fait voilà, à la famille pour un repas. Ouais. Aussi que mon conjoint connaisse son conjoint, qui se sont... qui sont devenus amis. Qui sont très bien entendus. Donc, voilà. Je suis vite rentrée dans un engrenage. Donc, tout ça, de l'extérieur, ça paraît naturel. C'est deux mamans qui se rencontrent à la sortie des classes. Oui. Et donc, ça a l'air, même de l'extérieur, à ce moment-là, plutôt équilibré. Est-ce que vous avez les mêmes besoins l'une et l'autre à ce moment-là? Oh non. Moi, j'ai surtout besoin de parler. Elle a tout à fait raison de dire que j'avais un sac énorme parce que ça fait des années que j'ai pas quelqu'un à qui me confier et que je vis des choses très difficiles dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple. Et effectivement, j'ai un énorme, immense besoin de parler et d'être accueillie. Donc, tout de suite, elle a la place de la confidente. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, je me rappelle bien sûr qu'au début, elle ne me correspond pas du tout comme amie, en fait. Parce que déjà, au début, je ne veux pas souvenir qu'elle se confie tout de suite de ses problèmes. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai retenu. Mais elle est très dans le matériel et dans le paraître à l'époque. Ses repas, ses courses, son ménage, très important, ses émissions télé. Tu tricotais? Oui. Enfin, tout, non. Ah ouais. Ça ne vous correspond pas? Ah, pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant, vous allez accepter les invitations. Oui. Sauf que ça vous stresse un peu. Oui. Vous le faites pour pas décevoir. Pour pas décevoir, je vois aussi que mon mari s'entend bien avec son conjoint. Je me dis, on va y aller un petit peu, on déjeune le dimanche midi. Voilà. Après, je retourne à mes occupations. Mais non, tu restes encore ma copine, il faut que tu restes. Cet appel, on ne pouvait pas beaucoup discuter. On était à ce moment-là pas toujours toute seule. Non, effectivement. Donc, le ménage, son travail qui n'allait pas toujours, ça, elle m'en parlait quand même. Ses repas, elle nous invitait, elle passait tout le samedi à faire son ménage, à tout asticoter, à faire des courses et des repas. Que moi, c'était pas ma manière d'amitié, en fait. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'elle vous reçoive à ce point-là, qu'elle y consacre autant de temps, ça vous met une forme de pression? Ça me met une forme de pression. Je me dis, je pourrais jamais lui rendre l'appareil. C'est pas mon truc. Je l'ai trop vécu, les repas familiales à la portugaise, hein, je vais dire ça comme ça. On va à table le dimanche chez en famille et on ressort que le soir. Alors c'est pas... Non, mais c'est un peu pareil, moi je suis d'origine espagnole, c'est la même chose. Ah, je sais. Et ça me... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, ça ne vous convient pas. Non. C'est pas ce que vous cherchez. Oui. Mais vous y êtes quand même. Oui. Pour des raisons périphériques, c'est pour les enfants, c'est pour votre Oui, mari. et puis elle m'a, petit à petit, je suis attachée à sa personne, finalement, quand même. Voilà. Et vous, de cette même période, on va voir après comment c'est monté en puissance, mais de cette même période, vous vous rappelez ce qui se passe dans votre tête? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on attend? On donne pour recevoir en retour, en fait. Et donc, je vais faire beaucoup de choses que je n'aime absolument pas. Cuisiner, je déteste ça. Ah bon? Mais oui. Je déteste ça. C'est là où c'est extraordinaire, parce qu'elle accepte des invitations qu'elle n'aime pas, et vous faites un truc que vous n'aimez pas non plus. Ah oui, c'est complètement ça. J'ai horreur de ça. Mais je cuisine justement pour pouvoir avoir des amis qui viennent à la maison, effectivement. Donc, j'essaie de me faire aimer du mieux que je peux avec ce que j'ai appris. Parce qu'en fait, c'est simple. Ma mère, quand j'étais enfant, j'ai quasiment pas de souvenirs d'elle. Les souvenirs que j'ai de ma mère, j'en ai deux. C'est de la voir au fourneau et de la voir dans son potager.
Donc vous voyez, je vais développer quelque chose que j'ai appris par mimétisme complètement. Samira, qu'est-ce que vous lisez dans le début de cette histoire, qui est presque ordinaire? Ouais. On a autant d'amitiés que l'on souhaite, en fait. On peut avoir des amitiés vraiment à l'inverse, à l'opposé. Mais il y a quand même des points qui nous relient. En général, tout ça, c'est inconscient, évidemment. C'est nos névroses, c'est nos blessures du passé et qui vont nous relier. Et chacun va trouver son compte, en fait. Et donc, chacun va faire un effort, peut-être malgré lui, mais après, qui vont, en général, s'estomper, comme la cuisine. Mais au départ, on n'est pas soi-même. Normalement, l'amitié, c'est le lieu. C'est quand on est en phase de séduction qu'on n'est pas soi-même, vous voulez dire? Ben on oui, veut être on aimé. triche. Après, où va la limite de la triche, du mensonge? Et le grand mensonge, c'est pas celui qu'on fait à l'autre, c'est le mensonge que l'on fait à soi-même. Donc, les amitiés peuvent démarrer comme ça, c'est-à-dire, voilà, un peu bancal. Mais parfois, et on le voit chez vous, non, il y a quelque chose véritablement qui va se fonder, en fait, qui va se tisser. Alors, se tisser, et on va voir à quel point, parce qu'effectivement, 5 ans plus tard, vous allez dire enfin ce que vous ressentez. Mais pendant 5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la montée en puissance? C'est qu'il y a les invitations, et puis à quelle place vous prenez dans la vie l'une de l'autre? Ça se passe comment? Progressivement, en fait, ça va s'installer, cette habitude où je t'invite souvent, où tu viens. Et mon intention, c'est qu'après le repas, on puisse avoir un petit moment toutes les deux. Pour qu'effectivement, je puisse parler, je puisse me soulager, me sentir soutenue. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que vous racontez vos soucis ou pas du tout? Ou est-ce que c'est que dans un sens? Non, c'est dans les deux, mais je passe après. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures de discussion, elle va peut-être... Et toi, comment tu vas? Oui, au fait, ça va. Et là, peut-être que moi, du coup, j'avais peut-être un besoin à ce moment-là, donc elle va m'écouter. Mais vite, une écoute en disant, oui, mais moi, j'ai vécu... Enfin, voilà. C'était pas réciproque. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça vous fait rire. Oui, parce qu'en fait, moi, je me souviens même pas de t'accorder cette place-là, tu vois. Dans cette période-là. Moi, je me souviens qu'il n'y a que moi qui t'accapare. Pourquoi? Parce que je suis incapable de l'accueillir, moi. J'ai tellement besoin, moi, de parler. Je suis incapable de lui accorder une place. Mais Et pour moi, c'est même normal, en fait, d'être comme ça. Et ce qui est fou, c'est que ça semble normal pour vous aussi. Parce qu'une relation, ça se fait à deux, jusqu'à ce fameux moment, 5 ans plus tard. Mais vous acceptez ce déséquilibre? Oui, parce que alors, moi, mon besoin est comblé aussi avec des collègues amis, des amis. Donc, du coup, je n'ai pas une personne à qui je vais confier telle problématique, tel mal-être du moment. Ce qui fait que quand je la vois, si je n'ai pas le temps de lui en parler, c'est pas grave parce qu'en fait... D'accord, donc ce déséquilibre, vous ne le voyez pas tant que ça. Et vous gardez votre place de confident, de sauveur. Oui, parce que assez rapide... Enfin, dans les 5 ans, assez rapidement, quand on commence vraiment à se retrouver toutes les deux, etc., là, je perçois plus une femme qui est bien... Parce que moi, au début, je pensais qu'elle était bien une terrienne, comme j'appelle ça, métro, boulot, dodo, ménage, enfant, super, je la voyais. Je me disais, waouh, elle se pose jamais de questions. En fait, tu pensais que j'étais épanouie. Ah ouais? Oui, C'était l'image sauf que je ce donnais, besoin de parler, de s'exprimer. Donc ce qui vous attire, c'est cette joie de vivre. Ouais, moi je me disais, bon, elle n'a pas d'amis, mais voilà, c'est pas... En tout cas, elle se comble avec des émissions télé. Je regarde beaucoup la télé à cette époque. Télé, elle passe son temps à me Je parler des tricote. stars, la vie des autres. Bon, elle a l'air bien. Et petit à petit, je découvre une Christina profondément malheureuse, en fait. Et donc, du coup, c'est ça la place que vous prenez, la place... Là, oui, ça devient plus du forcing, forcément. Je vais l'écouter et essayer de l'aider. Donc là, c'est votre instinct de Oui, sauveuse. oui. Et donc, c'est quoi? Vous voyez une fois par semaine, tous les jours, il y a des appels? Vous avez répondu? Vous avez raté l'expression. Alors, dès que j'ai commencé un petit peu à ouvrir, accepter cette ouverture de confidente, d'aide, elle va m'appeler tout le temps. C'est tous les jours? Voilà. Plusieurs fois par jour? C'est ça. Alors, elle va respecter mes temps de travail quand même. Ou entre le midi, elle sait que je déjeune de midi à 14h. C'est bien quand même. Ou de midi à 13h, elle va m'appeler entre le midi. On est quand même à distance parce que moi, je me souviens que je travaille dans la ville où j'habite. J'ai eu un congé... oui, c'est vrai. J'ai eu un congé de maternité de mon deuxième enfant. Ouais. Et elle se débrouille pour tous les midis, quand je suis à la maison, elle vient voir la petite. Elle court de son travail, tu manges à peine. Elle a 1 heure, elle vient chez moi.
Alors moi, c'est vrai que là, je pensais que c'était vraiment pour la petite, le bébé. Déjà, je vais mal dans mon travail. Parce Oui. que, voilà, donc, et moi, je vais tomber enceinte par la suite, moi. D'ailleurs, on aura, nos enfants vont naître le même jour, à 1 an d'écart, pile poil, en fait. Et ça va avoir quelle influence ça, sur l'amitié? C'est comme un symbole? Oui, moi, je deviens la marraine de ta fille et Oui. tu deviens la marraine de mon fils. Effectivement. Donc là, vous ça êtes renforce encore proches. notre amitié. Ah oui, oui, oui. ouais. Proche, Là, vous êtes tout proches, le vous temps, vous ouais. voyez tout le temps. Et donc, vous avez la sensation qu'il se passe quoi dans votre vie? Elle prend beaucoup de place. Ah oui, mais pour moi, c'est un cadeau. Hein. D'ailleurs, j'ai qu'elle, en fait. C'est l'amie que j'ai. J'en ai pas d'autre à qui je me confie comme ça. Et précisément, vous l'écoutez à la fois parce que c'est votre nature Oui. d'écouter, d'aider, et à la fois vous prenez au sérieux ces problèmes. Vous Oui. êtes obsédé par l'idée de les régler, en fait. Oui, oui, oui. De l'aider au maximum. Donc, je la rappelle dès que je peux. On se voit dès qu'on peut. Je précise, tout en respectant quand même ma vie familiale, mes amis en dehors. Christina, je l'invitais souvent avec mes autres amis. Elle voulait pas. Vous Elle voulait refusez. m'avoir Elle refusait. que en exclusivité. Alors ça, c'est l'explication d'aujourd'hui. Mais à ce Oui. moment-là, elle donne quoi comme excuse? Qu'elle était fatiguée, elle avait son ménage et ses courses. C'est- Alors que quand tu m'as invitée, que je savais que j'étais seule, là, je venais. Vous n'avez pas envie de la partager. Non, Ah oui. Et donc, pendant cette période-là, vous avez la sensation d'être envahissante? non. À aucun moment, je me dis que je suis envahissante, non. Puis elle m'accueille. Si j'étais envahissante, enfin, moi, je le vis comme ça à ce Dites, moment-là. Si j'étais elle me l'aurait dit. envahissante, mais bien sûr. Et avec le recul, vous avez utilisé un mot en disant « je fais du dumping ». Ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, c'est déverser un peu tout son mal-être sur l'autre pour se libérer aussi. Et puis, parce qu'on se sent accueilli. Et vous le recevez. Est-ce que ça finit par agir sur votre niveau de stress? Alors oui, parce que, mis à part son mal-être psychologique, commence à avoir des symptômes physiques qui prennent beaucoup d'ampleur. Elle a des douleurs atroces. D'accord. Ouais. Et elle va jusqu'à vouloir aller chez les médecins. Je Des fais des infiltrations. infiltrations, oui. T'en as carrément fait, je crois. Oui, j'en Mais ai après, fait. les douleurs encore pires. Et à ce moment-là, je tombe sur des livres qui expliquent qu'il y a un lien du physique avec le psychique, on se crée Un rapport entre nos pensées, nos rapport. émotions et notre Là, corps. ça commence à me parler, sauf que je suis un peu seule dans cet univers à cette époque-là. J'essaye de lui en parler, mais c'est pas, comprend pas. Et vous, votre conviction à ce moment-là en tant qu'ami, c'est que finalement, toutes ces préoccupations psychologiques ont une incidence sur le corps. Oui, j'essaye qu'elle voie, de lui faire comprendre ces choses. Alors lire, elle n'en était pas encore là. Parce qu'à part ses émissions de télé et son tricot, elle ne sortait pas de là. Vous vous rappelez pas de cette période? Non, je me souviens pas qu'elle essaie de me parler de ça c'est clair. Joa s'occupe de Christina avec bienveillance. Elle tente par tous les moyens d'aider son amie. Mais Christina n'entend pas, elle aime sa souffrance et réclame toujours plus d'attention. Peu à peu, Joa arrive au bout de ses limites, jusqu'au jour où elle craque violemment. On se décide d'aller faire des courses, préparer des cadeaux de Noël. Donc en fait, moi je pars au centre commercial avec elle, avec nos 2 petits, donc poussettes. Et pour moi, c'était un moment qu'on allait partager. Elle allait me conseiller des cadeaux. Enfin, on partait vraiment, moi je partais pour faire des cadeaux. Et en fait, dès qu'on arrive au centre commercial, boum, les douleurs, les infiltrations, la mâchoire qui bouge. Ouais, j'ai des vrais problèmes de santé à ce moment-là. Le truc... Donc là, elle vous parle de problème, c'est pas le moment pour vous. Ben non et non. Je pense que c'était pas le problème. J'étais venue pour passer un autre moment parce que Noël approche. J'ai pas beaucoup d'après-midi de libre non plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et là, j'explose. Je lui dis, ça suffit quoi. Je peux plus t'aider. À part te conseiller un livre que j'ai lu dernièrement, qui moi m'a parlé, m'aide, voilà, j'ai trouvé des réponses. Écoute, je te le prête, tu le lis et stop. Alors moi, ce que je me souviens, si Mais- je peux donner ma Ah version, oui, bien sûr. Vas-y. je me souviens qu'on est très bien en train de discuter, d'un seul coup, tu t'arrêtes, en plein milieu. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde autour de nous. Et là, tu me cries dessus et tu me dis, j'en peux plus de t'entendre me parler de tous tes problèmes, de te voir en tant que victime. C'est ce que moi j'ai Ah retenu. oui, oui, mais j'ai occulté aussi. Et je me souviens que tu me dis, écoute, je peux plus rien pour toi. Oui. Tout ce que je peux, c'est je te prête un livre. T'as envie de le lire, tu le lis. T'as pas envie de le lire, tu le lis pas. D'accord. Mais viens plus me parler de tes problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est la honte de ma vie, quoi. Tous les gens qui étaient autour de nous s'arrêtent.
Et puis c'est un choc pour moi, elle m'a jamais parlé comme ça, elle m'a toujours accueillie. Qu'est-ce qui se passe là? Je connais pas cette Joa, hein. Je l'avais jamais rencontrée, quoi. Donc là, c'est pour vous un rejet à ce moment-là? Oui, puis elle continue de marcher, moi je reste là figée sur place. Et ça me demande un certain temps en fait pour me réveiller. Je reste là sur place. Et puis je finis par la rattraper. Et je me souviens que je te dis, c'est quoi ton livre? Je veux bien que tu me le prêtes. Donc je me souviens qu'on rentre. Je passe chez toi chercher le livre, tu me le prêtes. Ben, en fait, je vais le dévorer pendant toute la nuit. Je lis plus de la moitié. Et le lendemain matin, je me lève, je vais lui rendre son livre et je vais l'acheter. Et ce livre, c'est un choc pour moi parce que là, c'est un vrai réveil. Et ce livre s'appelle comment? Il vous dit quoi à ce moment-là? C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc je découvre en fait dans ce livre que toutes mes souffrances et surtout mes problèmes physiques sont simplement liés au fait que je ne suis pas moi-même. J'ai pas été moi-même en fait pendant toutes ces années. Vous comprenez dans ce livre. Donc elle vous fait Ah oui, vraiment je un cadeau. comprends tout. C'est-à-dire ce qui ressemble à un rejet, à un ras-le-bol, à ce moment-là, elle vous tend la main finalement. Ah, complètement en Ça fait. fait pas d'autre Complètement. mot, en fait. Alors justement, parce qu'on vient de voir effectivement, puis il y a la suite de l'histoire, c'est qu'est-ce qui va se passer après ça entre vous. Mais juste à ce stade-là, qu'est-ce que vous notez? D'abord, il y a le ras-le-bol, c'est une sorte d'affirmation rentrée pendant longtemps et qui va se... C'est-à-dire que quand dans une relation on n'est pas affirmé, forcément les gens attendent toujours le dernier moment, c'est-à-dire que la coupe soit pleine pour exploser et se déverser comme Joa en l'a fait avec moi. comme Christina le faisait elle de manière compulsive, hein, c'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas vraiment une amie, elle cherchait une oreille et quelqu'un auprès de qui elle allait se soulager tout simplement. Oui, puis vous avez utilisé le mot souvent. Voilà. Oui. De l'autre côté, c'est la même chose en fait. Hein. C'est-à-dire que la personne n'est pas elle-même non plus. Hein. Puisque si on était vraiment soi-même, on pourrait dire à l'autre, écoute, là, je ressens de la frustration, j'ai un besoin voilà, de calme et que tu ne viens pas te déverser sur moi. Parce qu'il y a une forme d'universalité dans votre situation. C'est-à-dire, au fond, c'est difficile de s'affirmer. Moi, j'ai appris un mot qui s'appelle l'assertivité. Oui. S'affirmer sans Oui. blesser l'autre. Oui. Alors, c'est quoi les mots magiques pour s'affirmer sans blesser l'autre? En fait, il faut d'abord se connaître, être en contact avec cet état intérieur, l'identifier. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est du ras-le-bol? Est-ce que c'est de l'accablement? Est-ce que c'est de l'anxiété, de l'angoisse? Observer ses émotions. Absolument. Et ensuite, il faut avoir cette capacité de pouvoir dire à l'autre son sentiment de frustration, de déception, etc. C'est pas évident, ça. Hein. La majorité du temps, on se dit « Ah non, mais je vais pas... » On ne veut pas blesser. On ne veut pas blesser, on ne veut pas se sentir vulnérable, on ne veut pas non plus être considéré comme quelqu'un d'infantile et montrer sa dépendance. Parce que quelque part, moi, le mot dépendance affective, ça me gêne un petit peu parce que nous sommes des êtres d'amour. Donc on a tout le temps besoin d'amour, en fait, tout le temps. Donc la dépendance, elle existe. Le travail de l'être humain, c'est de rentrer dans cette dépendance et d'en sortir, ce qui est toute une vie. Hein. C'est-à-dire s'attacher et après apprendre à se détacher. C'est ça la grande liberté et c'est ça la grande aspiration. Alors, on voit bien qu'elles y sont arrivées. Hein, c'est toute une vie, un travail incroyable, parce qu'elles sont capables de le raconter de deux points de vue. Et c'est vraiment fantastique, parce que c'est très rare d'entendre quelqu'un raconter « bah oui, j'étais toxique, j'étais insupportable ». C'est très rare. Et alors, cet effet, qu'est-ce qui va se passer finalement? Il y a ce ras-le-bol, donc une affirmation, un peu maladroite, le livre, et puis qu'est-ce que ça va changer dans votre relation? Bah, moi, ça va déjà changer des choses dans ma vie personnelle, donc dans ma vie de couple. C'est-à-dire que grâce à ce livre-là, je vais apprendre énormément sur moi-même. Donc, je vais me découvrir. Je vais apprendre à me connaître. Et 2 ans plus tard, je quitte cette relation. Vous quittez votre mari? Voilà, tout à fait. Et En vous écoutant, en fait. oui. Parce que justement, la dépendance dans laquelle je suis également dans ma relation de couple finit par m'amener à réaliser que c'est pas de l'amour ce que je vis, c'est de l'attachement. Je m'intéresse à lui en croyant qu'en fait je l'adore, je l'aime, mais je l'aime parce que j'attends en retour qu'il vienne combler mon vide que j'ai à ce moment-là et que j'obtiens absolument pas. Le seul moyen que la vie a trouvé de m'alerter, ça a été d'aller jusqu'à m'alerter dans mes maux physiques. Donc ce travail va me permettre effectivement de quitter cette relation qui était toxique aussi pour moi. Et ma relation va changer avec Joa. Voilà. Alors on va parler de ça, mais justement, qu'est-ce qui va se passer pour vous de votre point de vue? Après ce livre, le problème n'est pas réglé. C'est une prise de conscience, le début d'un travail personnel,
et en même temps, travailler sur soi, ça fragilise. Donc finalement, il y a des besoins encore. Ah, bah, des angoisses, des SOS, alors, pas la nuit, mais des coups de fil, des mails. Là, par contre, voilà, c'est la période... Donc c'est quoi? C'est un mail qui liste tous les problèmes? Non, tout son ressenti. Elle peut me décrire ses rêves, ses nuits, ses rencontres, son travail, mais tout en détail, des longueurs et des longueurs. Du coup, vous êtes obligé de les imprimer pour pouvoir les lire plus C'est tard. ça, parce qu'au travail, j'ai pas forcément le temps, donc je les lis entre midi et 2, parce que je me dis, mince, si elle va mal, il faut quand même que je regarde, jette un œil, au cas où il faut que je l'appelle, elle est en train de s'effondrer. C'est souvent c'est une période où elle me dit plus souvent qu'elle va mal qu'elle va bien, donc... les seuls moments où elle me dit « je vais mieux, merci », c'est quand on raccroche, que je l'ai eu au téléphone. Et donc, du coup, vous avez la sensation qu'il faut être là parce que c'est votre responsabilité. Oui. Et à la fois, votre corps vous parle et des fois, il faut l'éviter. Oui. Vous essayez de l'éviter dans le RER et vous la retrouvez. Oui, parce qu'en fait, autant je vais compatir quand c'est des problèmes physiques importants. Après, elle a besoin de me raconter tout en détail ses relations amoureuses, voilà, les non-réponses à ses attentes. Et c'est vrai que moi, ça me saoule un petit peu quand même. Mais vous êtes inquiète pour elle? Vous avez peur qu'elle mette fin à ses jours? Oui, qu'elle fasse une bêtise. À ce niveau-là, oui. Et c'est quelque chose que vous avez imaginé à ce moment-là ou c'est quelque chose que vous laissez entendre pour qu'on s'occupe de vous? Des idées suicidaires, j'en ai eu, mais je connaissais même pas encore Joa. D'accord. Donc par la suite, je savais même pas ça, que tu pensais que je pouvais avoir ces idées-là. Mais je me souviens très bien d'une période, par exemple, où j'étais dans une relation sentimentale dans laquelle j'ai énormément souffert. Énormément, et je pense que tu parles de cette période-là, où effectivement, dans les mails que je pouvais t'envoyer, les discussions qu'on avait, je pouvais laisser paraître qu'effectivement... j'en étais à un stade où j'allais pas survivre à cette douleur. C'était des douleurs intenses. Je me souviens de moments en particulier où j'avais l'impression, quand le partenaire ne répond pas à mes attentes, j'avais l'impression qu'on m'a arraché un bras. Cette relation m'a permis de faire des liens très importants avec la sensation d'abandon avec mon père. Et c'est là où j'ai le plus souffert. Donc à ce moment-là, j'ai pu effectivement te laisser... paraître que j'étais dans une phase suicidaire. Il y a des fois où je me souviens, je disais, j'arrive. Je me disais, bon, le téléphone, ça va pas suffire, en fait. Et vu que j'ai vécu quand même, moi aussi, j'étais donc construite avec cette fragilité de manque, d'abandon. Vous identifiez à elle aussi? Oui, elle renvoie. Ça me renvoie de ses souffrances. Je peux comprendre, voilà. Et donc, cette histoire du RER, c'est quoi? Alors, j'avais les mails, des pages et des pages quotidiennes, souvent téléphone entre midi et 2, ma pause de déjeuner, et elle m'attendait qu'on se retrouve le soir chacune, quand on quittait notre travail. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'arriver au RER, et hop, je ne montais pas dans le bon wagon. Et elle était toujours à la même place, au même wagon, à la même heure, et elle m'attendait. Et il y a des fois, j'étais fatiguée, donc je me fuyais. Je lui disais, j'ai pas été claire quand même. Et elle m'attendait à la sortie, puisqu'on nous descendions à la même station. Et là, elle me appelait dans le parking, donc chacune... Donc là encore, vous n'osiez pas lui dire. Alors, vous aviez besoin de répit, en fait. Vous aviez besoin de répit, mais vous n'osiez pas lui dire. Oui. Et alors, on vous disait c'est toute une vie. Pourquoi? Parce que quand on lit un livre, on peut prendre conscience de quelque chose, mais prendre conscience, c'est dans la tête, c'est quelque chose de cérébral. Et tout ce qu'on raconte là, c'est quelque chose d'émotionnel. Oui. En fait, la majorité des personnes, c'est vrai, s'abreuvent de livres, mais c'est pas suffisant parce que ça reste en haut. Il faut que ça redescende dans le cœur. Oui. Et dans le cœur, il faut l'intégrer, il faut l'assimiler. Et pour l'assimiler, eh bien, il faut être en contact permanent avec son être. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui me manque? Voilà. Et qu'est-ce que je dois faire pour prendre en charge ce manque? Christina, elle ne prend pas en charge, en fait, ce manque. Elle va se déverser sur son ami. Et Joa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en charge quelque chose qui ne lui appartient pas. En psychologie, on appelle ça le triangle dramatique. C'est-à-dire? C'est comme dans les films. Il y a un personnage principal, c'est la victime. Donc il faut une victime. Donc s'il y a une victime, il y a forcément un bourreau, donc un persécuteur, le méchant. Ça peut être une personne, mais ça peut être la société, le monde, ma vie. Et le troisième personnage, très important, c'est le sauveur. Alors jusqu'à ce moment de la relation, parce qu'on verra que ça va changer, mais qui est le bourreau, qui est la victime là? Eh bien, Christina, c'est la victime, et Joa, c'est le sauveur. Et on bouge, en fait, dans ces triangles-là. C'est-à-dire que, par exemple, quand Joa va dire
Christina, bah écoute, lis ce livre, j'en ai assez. Elle devient persécuteur. devient bourreau. Ah bah oui. Ce jeu de rôle intense entre les deux amis va se poursuivre pendant des années. Un genre d'équilibre malsain se crée alors. Mais 10 ans après leur première dispute, une menace inédite surgit. L'arrivée d'une nouvelle amie dans le duo. Le fragile équilibre de la relation est alors remis en question. Cette personne devient amie, bonne amie, très bonne amie. Et on se voit régulièrement. Je te la présente pas tout de suite. Bien que je la rencontre chez toi, Ouais. un jour où je viens prendre un café. Et qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous rappelez ce que vous dites dans votre tête? Je ne suis pas consciente à ce moment-là. C'est plus tard, quand justement la relation va se transformer, que je réalise qu'elle est en train de me prendre ma copine là. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va être une forme de déséquilibre? Vous allez devoir faire un choix. Vous devez choisir, par exemple, le week-end, entre voir l'une, voir l'autre? Ça m'arrive, oui, ça m'arrivait, par exemple, avant qu'elles se connaissent, plutôt de privilégier l'une ou l'autre, voilà. Et puis vint le moment où je lui présente, donc voilà, chez moi, je ne sais plus. Et là, je prends conscience que Christina prend beaucoup de place, m'envahit émotionnellement, qu'elle n'est pas forcément dans l'attente d'aide. Et qu'est-ce que je commence à faire? Manipuler, bien sûr. Je me dis, hop, je vais les coller ensemble, elles vont se trouver des points communs et elles Ça va vont vous finir soulager. par sortir un peu ensemble. Ça vous fera du répit. Oui, c'est ça. Non, c'est bien ça. Ouais. C'est vrai, hein, mais je ne sais pas si tu l'avais ressenti ou pas. Non. Mais je me dis au moins, voilà. Voilà. Je sais Consciemment pas- ou inconsciemment? Oh, de plus en plus Consciemment. consciemment. Et puis, il va y avoir un Exactement. ultimatum qui va se passer par mail, Christina. Oui, tout à fait. Bon, ce Vous qui est êtes- marrant, c'est que moi, j'ai pas du tout vu. Tu essaies de me la coller pour avoir la paix, hein. Ça c'est marrant. En fait, je me souviens d'un été où toi tu pars en vacances et je reste avec elle. On va s'aider mutuellement, elle va déménager à ce moment-là, je vais l'aider. On va même tisser des liens avec cette amie. Et en fait, très rapidement, dans cette amitié à trois, il va y avoir des circonstances qui vont faire que on en arrive effectivement à ce fameux mail où je lui pose un ultimatum et où je lui demande de choisir, en fait. Entre C'est moi elle ou moi. c'est elle ou moi, Vous vous effectivement. rappelez ce qui se passe dans votre tête quand vous écrivez ça? Parce que c'est à double tranchant. J'ai conscience que j'ai peur de la perdre. Et en fait, dans la situation, je suis déjà en souffrance, donc je me dis, je vais assumer les conséquences qui peuvent en découler. Quelles conséquences ça va avoir? Ah, là, ça me laisse, voilà, sans bras. On me demande de choisir, je suis adulte, et ça touche une liberté, Et là, dans ma tête, il n'y aura pas de choix, parce qu'en fait, comme elles se sont fâchées toutes les deux, je continuais à maintenir, moi. Moi, je suis bien, je parle pas de mal de l'une derrière l'autre, j'ai mes relations individuelles, comme au début, avant qu'on soit trois. Et là, d'un coup, je me retrouve petite, quoi. Enfant, on me dit, tu fais ça, On vous demande sinon... une exclusivité en amitié. Oui, un chantage. Là, voilà, je suis très déçue. Waouh. Et vous répondez quoi et comment? Je vous dis, je crois que je suis restée sans mots. En fait, notre relation se termine par email. C'est moi qui t'envoie le C'est dernier toi. mail. Une lettre de rupture. Oui, où je lui dis qu'étant donné que elle ne répond pas à ce que moi je considère comme une vraie amitié, bah, je préfère que la relation reste là. C'est moi qui prends la décision radicale. Qu'est-ce que vous ressentez en écrivant ça? Aujourd'hui, je sais ce que c'est de la rigidité. Je me fais croire que je vais très bien. Donc là, vous avez l'impression, vous, de vous affirmer Oui, et de faire un choix d'être actrice de votre vie. oui, c'est ça. Et vous, En réalité, c'est un soulagement ou c'est une Ah déception? non, c'est une injustice. Ce que j'ai fait de mal, Ouais. j'ai juste de l'affect Et pour quelqu'un d'autre. elle me dit, puisque notre relation en est réduite à ce que tu ne me donnes que des miettes. Il y avait un décalage. Il y avait un décalage. entre Des ce que- miettes bah c'est stop. J'en ai pleuré de rage. Alors pourquoi je la sors cette phrase? Parce que moi aussi j'ai une émotion que je vis à ce moment-là où j'apprends en fait que tu as invité l'autre ami pour le nouvel an. Ça m'a énormément touchée. Là j'ai eu des émotions très fortes. Elle a été invitée et pas vous? Exact. Alors pour moi ce qui m'a fait mal, c'est que nous on se connaît depuis des années et elle m'a jamais invitée pour le nouvel an. Et cette amie qu'elle connaît depuis beaucoup moins longtemps que moi, eh ben, elle l'a invitée pour le nouvel an. Ça pour moi je l'ai vécu comme une trahison. On va voir pendant combien de temps vous ne vous êtes pas vus. Mais
à ce stade précis, puisque là on voit qu'on arrive à un paroxysme, un climax C'est chaud. d'incompréhension, où finalement il y a quelqu'un qui est lésé quoi qu'il arrive, et quelqu'un qui se sent trahi. Oui. C'est des relations de jeu de pouvoir. Il y a un dominant, il y a un dominé, et il y a des bascules. Et ce qui est terrible, c'est que ce que je vois souvent dans les relations, c'est qu'il faut attendre parfois beaucoup de souffrance pour arrêter. Et là, c'est ce qu'il a fallu, en fait. C'est-à-dire la goutte de trop, c'est-à-dire la frustration, le sentiment de ne pas être soi-même et que l'autre n'est pas lui-même, qui fait qu'il y a un arrêt, en fait, de ce triangle dramatique. Et quand ce n'est pas le cas, il y a 3 positions, en fait. Fuite, passivité, donc je triche, etc. Je manipule. Donc la fuite, on le voit dans les Voilà. tac, tac, tac. La Je manipulation. manipule Serge, je lui mets ma copine dans les bras. Ouais, voilà, exactement. Là, c'est typiquement. Non, on a une des bons manipulation. exemples. Vous êtes des archétypes. Et puis la troisième, c'est l'agressivité. Peut-être que vous l'avez pas trop été dans l'agressivité, mais peut-être Là, il y a la colère. l'agressivité dans envoyer des tas de mots. Ça, c'est de l'agressivité, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année et demie de votre côté, puisque c'est vous qui allez reprendre contact. Et on va voir comment vous avez réagi au début. Moi, je vais radicalement changer. Alors, à peu près dans la semaine qui suit après notre rupture, je vais rencontrer mon dernier partenaire toxique aussi, avec qui je vais vivre la dernière relation toxique. Et j'arrive à un stade dans cette relation où je suis à nouveau en pleine souffrance. Et là, il y a un déclic qui s'opère en moi, c'est-à-dire que pendant des années, je sais que dans mes relations sentimentales, je vis de la toxicité, de la dépendance, une énorme dépendance vis-à-vis de mes partenaires. Et là, je réalise que c'est un schéma que je répète, même si je le savais déjà auparavant. Et c'est à ce moment-là que je comprends vraiment que c'est à moi de changer. Que l'autre, il est juste un reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est la seule fois où je vais accepter la rupture avec dignité. Et là, je prends la décision d'aller faire un travail avec moi-même. Donc, d'affronter ma peur de la solitude. Je vais en fait développer un rituel quotidien qui va beaucoup m'aider. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me dire tous les jours dans le miroir, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, de nombreuses fois. De l'autocompassion. Oui, je vais apprendre à m'aimer déjà. Ça, c'est la première chose. En fait, je vais apprendre à me faire des compliments. Parce que je réalise à quel point je m'aime pas. Et je pleure énormément la première fois où je le fais. Parce que c'est comme si je disais à mon âme, je t'aime. Et mon âme, elle me dit, foutaise, tu m'as jamais aimé et qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Ça, c'est la première chose. Et tous les jours, en fait, je vais faire de la méditation. Et ça va m'apaiser mentalement. Donc ça vous permet quoi, d'être attentive à vos émotions et à vos besoins. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais beaucoup pleurer. Les 3 premiers mois, je me souviens, c'est très douloureux. Ça va jusque dans le corps physique. Je vais avoir des tremblements, des sueurs froides pendant la nuit. Comme si j'étais une camée intoxiquée. Et ça va être une véritable phase de sevrage pour moi. Et au bout des 3 mois, je commence à me sentir de mieux en mieux. Et surtout, ce que je réalise là, c'est que la sécurité que je cherchais à l'extérieur de moi, à travers ces relations, je réalise en fait que je l'ai en moi. Que je n'ai pas besoin des autres pour me sentir bien et pour me sentir en sécurité. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez tout ça? Parce que vous avez... Alors, je suis touchée. Oui, enfin, c'est pas trop de mots. Je trouve ça touchant. Elle s'en est sortie, enfin, toute seule, auto-guérison, hein, du coup. Voilà. Moi, je ne savais pas hein, qu'elle faisait ce travail. Hein. Pendant ce temps-là, Non, effectivement. À ce moment-là, vous le saviez. Du tout, voilà. Et donc, avant de voir comment vous vous êtes retrouvés, du coup, dans ce que vous entendez, ça vous parle parce que c'est votre métier. Vous avez fait le choix d'un métier d'aide. Vous venez en aide aux autres pour essayer de mettre de l'ordre dans les émotions. Donc, ça vous parle, j'imagine, ce que vous venez d'entendre. Ah bah oui, tout à fait. Mais c'est très très fort de l'avoir fait toute seule. C'est très courageux. C'est pas forcément évident. C'est Pascal qui disait qu'une des choses les plus importantes pour l'être humain, ce qu'il ne fait quasiment pas, c'est de rester dans sa chambre, tranquille, silencieux et centré. C'est ça la méditation. La méditation, ça permet vraiment justement d'être conscient déjà de sa respiration, conscient des émotions qui nous traversent, conscient des pensées et conscient que nous n'avons pas qu'un corps. En fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est ça. Et après, on n'a qu'une joie. Cette libération, en fait, moi je dis toujours, quand on sait libérer soi-même, on libère tous les autres.
On libère le monde. C'est ça. On fout la paix aux autres. Alors justement, c'est magnifique parce qu'il y a un dénouement dans votre histoire et vous avez un sourire incroyable parce que vous venez de retraverser toute cette période. Vous essayez d'aider mais vous n'y arrivez pas, ça n'est jamais assez. Et là, d'un coup, vous la contactez. Alors, Quand vous sentez que vous allez un an et mieux, demi après. Alors, il se passe plein de choses avant que je la contacte. J'en suis presque au stade où je vais me lancer dans mon activité de thérapeute parce que moi, alors, c'est également ça qui est extraordinaire. pendant ce processus Vous avez de une sacrée guérison, légitimité pour aider les hommes parce que vous avez traversé tout ça. Et donc vous allez devenir thérapeute dans quoi? Vous êtes je vais formé en me quoi? spécialiser dans la dépendance affective, en fait, ce que j'ai vécu, effectivement. Et en fait, je me souviens plus tellement du contact, mais je me souviens que c'est grâce à nos enfants, une fois de plus, parce qu'ils se fréquentaient. Et C'est tu vrai, passais hein. souvent chercher mon fils à la maison. Ouais. Et je me souviens que c'est mon fils qui m'a suggéré l'idée, pourquoi tu ne reparles pas à Joa? Et donc, je t'ai envoyé un SMS ou je t'ai appelé? Je me souviens. Alors, je me souviens, je les emmenais faire des activités, etc. Et un après-midi, sûrement un mercredi où je travaillais pas, j'étais avec ma fille et donc son fils, et je reçois un SMS. Ouais, c'est ça. Bonjour, Joa, je sais plus. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour mon fils. Voilà. Alors, je crois que je t'ai répondu, je le fais par plaisir, point. Et puis, elle m'a re-SMS, tu me proposes qu'on se voit. Ouais, voilà, viens boire un café quand tu veux. Ouais. Donc vous êtes comment à ce moment-là? Vous êtes méfiante parce que vous savez pas Alors, ce qui s'est bah passé. oui. Voilà, j'étais méfiante, ouais. Ouais. Et de là, j'apprends, je questionne ton fils qui me dit maman, elle est en formation, elle veut changer de métier. Et je lui dis ah bon, quel métier? Thérapeute ou psy, j'ai pas. Il se mélangeait un petit peu. Je dis, ouais, il doit confondre en fait, il doit complètement mélanger le métier. Je la voyais pas du tout, moi, en fait, partir sur cette branche-là. Parce que quand on s'est quittés, oui. elle était loin dans mon. De pouvoir aider les esprit pour aider les autres. Mm. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à aujourd'hui où vous êtes capables de parler toutes les deux de cette relation comme si c'était un archétype finalement? Votre relation, Bon, on s'est revus, donc j'ai accepté. On s'est revus. Elle a commencé à me raconter donc ses expériences, son année et demie sans moi. Et j'ai bien Essoufflée. vu que là, elle attendait pas des réponses de ma part, ni. Elle faisait pas du dumping, voilà. On va Elle dire. n'était pas en train de déverser Ah comme elle a fait non, auparavant. on était en échange. Donc vous elle sentez me que la relation est racontait. différente. Ah oui, complètement. Oh, putain, une légèreté. C'est bien ça en dit beaucoup. Une légèreté. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Vraiment, vraiment. Donc pour le meilleur. Ah, c'est super, ouais. Du coup, on a carrément même... Elle m'a complètement aussi fait grandir intérieurement. J'ai découvert le bien-être qu'elle faisait autour d'elle. J'ai assisté quand son livre est sorti. Alors, effectivement, vous Voilà. avez sorti un livre, on l'a pas dit. C'est super. Confidence d'une ancienne Voilà. dépendante affective, se libérer des relations toxiques, apprendre à aimer, à être heureux en amour. Et effectivement, vous racontez votre histoire parce que vous sentez bien qu'elle peut être inspirante. Oui, mon objectif, c'est ça, c'est d'inspirer les personnes qui peuvent vivre le même genre de relations toxiques que j'ai vécu. Mhm. Bon, merci vraiment de ce témoignage. Et alors, vous ne vous connaissiez pas avant de venir. Non. Et vous avez des mots qui se ressemblent. Oui. C'est-à-dire que, Ouais. encore une fois, vous êtes psychologue, donc vous avez une formation. Et puis, vous avez rajouté, parce que la méditation, je pense... Enfin, moi, j'ai un vécu aussi. Hein. Vous avez un vécu. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire pour vous? Eh bien, que l'amour existe, que la liberté d'être soi, ça se conquiert en fait. Donc, même si on a vécu des traumatismes, des névroses, des problématiques, des manques, On peut se débarrasser de ces boulets. voilà. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Que c'est possible. Donc, oui, qu'on n'est pas. Il nous a fallu traverser toutes ces expériences. années. Bon, on a mis du temps, mais voilà, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt. Les choses arrivent quand je pense qu'elles doivent arriver. On était faites pour se rencontrer, ouais. Et pour vous, voilà. donc, parce que c'est quand même exceptionnel d'entendre quelqu'un raconter à quel point ça s'était mal passé, à quel point, encore une fois, les gens qui reconnaissent leurs erreurs, c'est des gens rares. Hein, et donc, pour vous, c'est une victoire d'être là, finalement, en train de raconter cette histoire main dans la main. Ah, complètement. Moi, je suis convaincue aujourd'hui, avec certitude, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que tout a un sens et que notre histoire avait un sens. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle relation. Ouais. Ouais.
Bon, merci en tout cas pour votre authenticité. On a parlé, effectivement, vous avez utilisé ce mot, même si vous n'aimez pas beaucoup de dépendance affective. Et je vais vous présenter mes camarades, mes amis dénicheurs, ceux qui cherchent des solutions aux fléaux de notre société. Et c'est vrai qu'ils vont s'intéresser à la dépendance. Il n'y a évidemment pas que la dépendance affective, il y a d'autres dépendances. Absolument. Et on va en parler avec vous. Et je les entends. Voici Charlotte, Brigitte et Luc. Bonjour. Je vous laisse installer les camarades et bonjour à tous. Tout de suite. Bonjour. Alors, je vous présente Luc. Luc, je ne sais pas quelles sont tes dépendances, mais tu vas nous parler d'une dépendance. La musique. J'écoute beaucoup de musique. Je suis dépendant à la musique. Ok. Je suis dépendant à l'amour, moi, je crois. Ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Mais en gros, c'est ça. Bon. Et tu me regardes, t'attends un jugement Non. Si, tout va bien. Il est sain. J'attendais que vous me le disiez parce que j'avais des doutes. Je vous ai pas tout dit en même temps. Il y a un peu trop de On monde. n'a pas le temps. Et donc, Luc, tu vas nous parler de quelle dépendance, justement? Mais justement, notre société est ultra connectée. Vous le voyez aujourd'hui, on ne vit pas sans notre portable, notre ordinateur, notre tablette, que ce soit au lit, au bureau, dans la voiture et même maintenant on peut sous la douche. Mais le téléphone sous la douche? Téléphone sous la douche, oui. C'est sérieux? Dans la piscine aussi. non Bah, waterproof, Oui, quand même waterproof. dans la mer, hein, en fait. Oui, à la mer. Non, mais s'il tombe, je veux bien. Mais pour envoyer des SMS sous la douche? Oui, mais ça existe, c'est comme ça. Et dans le bain aussi. Et les Français ne peuvent plus s'en passer parce qu'ils ont peur de manquer une information, un message, un email ou quelque chose comme ça. Alors moi, je vais vous amener à Verteuil, en Gironde, pour faire une retraite qui vous aide à décrocher, vous allez voir. On peut décrocher de cette dépendance aux objets et à la technologie. J'aime bien. Charlotte est à l'affût, effectivement, des tendances, de tout ce que nous tous, on peut faire au quotidien pour l'améliorer finalement et pour notre quotidien quoi. Plus serein? Oui, plus serein et puis plus responsable. Et alors justement, avant de décrocher, de partir là où Luc veut nous emmener, juste moi, je vais vous parler d'une application en fait qui lutte contre une autre addiction dont on est tous victimes pour le coup, c'est la surconsommation. Pour clairement notre confort au quotidien. Et du coup, voilà, ça met à mal notre planète. Et là, par des petits défis, chacun à son niveau, on peut, grâce à cette application, déjà consommer plus responsable. Incroyable, parce qu'on sait qu'il y a une surconsommation, on ne sait pas par quoi commencer. Et donc là, c'est Exactement. quelque chose qui se transformait comme un jeu. Voilà, exactement, comme un jeu avec des défis à relever. Une application. Pas mal, pas mal. Est-ce que ça vous fait envie? Ils sont là pour vous donner envie d'écouter les sujets. Oui. Oh, super. Intéressant. Ouf. Et Moi, je vous je me présente. retrouve dans l'addiction à la musique parce que moi aussi, C'est vrai je l'ai. Ouais, ouais. Bon, je sais pas si c'est grave comme addiction. C'est peut-être la seule addiction qui est pas grave. C'est une bonne addiction. C'est tellement bon pour les sensations Et qui qu'on joue de la ressent. guitare. Hein. Il a même écrit une chanson sur Brigitte. Hein, on peut le dire. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est je que la tu- reconnais. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'il faudrait que tu viennes la chanter un jour ici. Et avec plaisir. Que tout le monde la connaisse parce que cette chanson de Brigitte, je l'ai dans la tête tout le temps. En fait, ça s'appelle un tube. Une machine à tube. Pour l'instant, c'est un tube que personne ne connaît. Oui, c'est un tube dommage. entre amis. Voilà. Et donc, Brigitte, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler d'une autre dépendance, la dépendance à la drogue, et d'une communauté chrétienne qui s'appelle Saint-Jean-Espérance et qui s'occupe de jeunes dans une maison qu'ils appellent une maison familiale. Et cette maison, elle a été fondée par un frère qui lui-même était sorti de la toxicomanie. Et c'était des jeunes toxicomanes qui lui avaient demandé est-ce que tu pourrais ouvrir une maison pour nous? Alors, on va peut-être pouvoir regarder un petit reportage. Suspense. Oui. Est-ce que tu t'en supplie, Fred? Peut-être un petit repas. Oui, de Marine Fornet. Les toxicomanes en France aujourd'hui, ils sont soit mis de côté, soit ils sont dans des centres de sevrage ou en psychiatrie. C'est pour ça que depuis 30 ans, l'association Saint-Jean-Espérance, nous leur tendons la main. La dernière fois, on était parti sur la peur, je suis revenu sur la colère. Dans cette maison, nous accueillons des jeunes hommes entre 18 et 35 ans, toxicomanes ou ayant des addictions. Ce que je voulais réaborder avec vous, c'est en quoi les produits qu'on prend, ils viennent amplifier ce problème-là. Tous les matins, on leur donne un cours d'une demi-heure. C'est pas un cours de caté. Mon but, c'est pas de faire d'eux des bons petits cathos qui répondront oui, chef et compagnie. Le but, c'est d'aller réveiller leur intelligence. Le produit, il sert à quoi? Il sert à gérer la frustration, en partie. Comment vous pourriez décrire les quelques effets assez immédiats de la chose? L'exacerbation sensorielle. Alors,
Peux-tu... C'est le visuel et l'auditif qui... T'as l'impression que ça augmente. C'est fois... fois 10. Mais il y aura des effets carrément néfastes. Sinon, vous ne seriez pas là et moi non plus. Édouard est arrivé ici donc, il y a 9 mois. Il était très abîmé. Suite à ses consommations, il avait un staphylocoque, donc il avait le visage pas très beau, était triste, très endormi. Et comme équipe, ben, on s'est tout de suite dit, oh là là, va-t-il tenir ? Allez, mesdames. Chaque jeune dans la maison est mis sur un des chantiers de la maison, la cuisine, la ferme, le potager. Le but premier, c'est de les responsabiliser, devenir maître un peu de l'activité dans une coopération. Une coopération avec les frères et une coopération entre jeunes. C'est bon. Elles ont pondu ou pas? Rien. J'ai toujours été attiré par les drogues. Depuis mon entrée à l'adolescence, j'ai lu beaucoup de livres dessus. Donc vers 14-15 ans, j'ai commencé le cannabis. J'ai quasiment tout testé. Kétamine, LSD, héroïne, opium. Alors, ce que je recherchais, c'est les différentes sensations à travers toutes les drogues qui peuvent exister, quoi. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop. Les jeunes qui viennent ici sont brisés. La parole que j'entends le plus souvent, c'est ma dernière chance. Certains viennent, ils ont 18 ans, d'autres à 35 ans. Quand on entend ça, c'est ma dernière chance. Moi, ça me saisit à chaque fois aux entrailles. Mon premier jour où je suis venu ici, j'étais content. Je dirais que j'ai éteint mon dernier joint presque devant la maison. J'avais même pris un petit peu d'héroïne vers midi. Mais soulagé. Soulagé de se dire enfin je vais changer de vie, quoi. Se reconnecter avec la nature, que ce soit au toucher, au visuel. Ça nous aide à sortir de notre tête, sortir de l'imaginaire. Donc en général, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, tendance à m'émerveiller un peu sur la beauté de la nature, on va dire. Instaurer un climat de confiance personnel et communautaire, ça pour moi c'est clairement le premier enjeu. Saint-Jean-Espérance propose un cadre de vie familial. Bon, c'est sûr, quand on est à 15 à table, ça fait une grosse famille, je suis d'accord, mais ça fait un lieu de vie. Et ça, pour eux, c'est primordial. T'as des nouvelles de ta famille? Ouais. Ouais. Mon père. Ton père? Il veut savoir si j'avance. Et alors? Pour le régime, c'est la crème fraîche. Alors, je vais l'écrire. Non. C'est des vraies amitiés qu'on construit, tant avec les frères qu'avec les jeunes. Je pense que quand je partirai, je garderai toujours contact avec la plupart des frères. Ouais, c'était pas mal ton coup. Ah oui, c'est pas mal. Bon, t'aurais pu faire mieux, mais... Merci. Merci, maître. Ça fait 7 ans que je suis là. Je pense qu'en 7 ans, j'ai carrément grandi avec eux. Je suis très différent de quand je suis arrivé à Saint-Jean-Espérance. Donc comment je me sens avec eux? Heureux. Et puis, quand je vois certains qui évoluent, c'est génial. Ça, c'est libérant. Ouais. Ça m'arrive de penser un peu à la drogue, mais ça devient de plus en plus clair dans le sens où je me dis qu'il faut... Enfin, c'est vraiment fini, quoi. Je commence à arriver à me projeter dans l'avenir. Je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus heureux qu'avant. Clairement, ouais, c'est le jour et la nuit, quoi.
Moi, ça me fait un bien fou de voir ça. Parce que je me reconnais un peu, moi, pas dans la drogue, mais pendant ma dépendance, moi. Dépendance affective. Oui, j'avais également une dépendance extérieure qui était la nourriture. Et dans le processus de guérison que j'ai vécu, je me suis retrouvée également à apprécier la nature. C'est devenu indispensable pour moi. C'est fou ça, cette idée que la nature va sauver ou va éloigner des addictions. En fait, c'est une reconnexion à ma source pour moi. Moi, je le vis comme ça. Ça restaure des choses, c'est vrai, la nature. Vous êtes psychologue, mais vous savez que la contemplation, c'est des mots qui vous parlent, ce genre de choses. Oui, en fait, être bien dans la nature, pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre propre nature, tout simplement, qui est la vie. La vie qui est en train de s'épanouir, d'évoluer, Il dit, moi je suis épaté partout. Il dit, je suis estomaqué de tout ça. Oui, parce qu'on commence, en fait, comme quand on est enfant, le petit enfant, quand il regarde la vie, il aime tout. Il aime le sol, il aime le tapis, il aime la bouche, il aime les cheveux. Il va pas dire c'est beau, c'est pas beau. Pour lui, tout est beau parce que ça existe. Et les addictions, vous connaissez bien ce phénomène. Donc on en a parlé effectivement de la dépendance affective, il y a la dépendance à la drogue. J'ai envie de dire comment ça s'explique et comment ça se soigne. En fait, l'addiction, notamment en toxicomanie, c'est typiquement en fait, l'incapacité pour l'être humain d'assumer les besoins affectifs. Et plus je suis assaillie par ces besoins, eh bien parfois certaines personnes ne savent pas, renoncent en fait à leur liberté et vont trouver par le biais d'alcool, de drogue, le moyen de se déconnecter de leurs émotions et du coup des besoins. C'est pour ça qu'ils partent dans ailleurs. De conscience. Ah oui, ils partent ailleurs. Déconnecter de ce qu'ils appellent le réel. Oui. Et donc le réel, c'est ce manque affectif. Voilà, et ça soulage un temps, mais le temps de la drogue. Brigitte, toi, pourquoi ça t'a touchée? Moi, j'ai été très touchée par l'implication des frères et aussi par le frère Jean-Siméon qui dit « j'ai grandi avec eux, j'ai changé ». Et le petit Édouard, quand il dit à la fin « c'est pour moi, c'est le jour et la nuit il est heureux », moi, ça me plaît. Voilà. Et alors, combien de temps il reste là-bas? Alors, il reste 18 mois minimum. Et pendant ces 18 mois, le nouveau venu... 18 mois, c'est plus que le service militaire. Oui. Ah oui, mais ça va être plus long après. 18 mois, quand ils arrivent, ils partagent une chambre avec un ancien qui, lui apprend les règles de base de la communauté. Maison et qui le suit, mais comme un toutou. Il ne le laisse pas, il est très surveillé par l'autre. Au bout de ces 18 mois, si ils le désirent, ils peuvent aller dans une annexe et ils peuvent rester jusqu'à, en tout, 3 ans. Ils sont coupés du monde. Il n'y a pas de téléphone. Alors, il n'y a pas de téléphone, ils n'ont pas Internet pendant les 18 mois. Ils n'ont pas de télé, ils ont le droit de regarder un film 1 fois par semaine. Donc ça oblige à quoi, ça oblige... En fait, ça oblige à ne pas être distrait. C'est-à-dire qu'on est toujours distrait, c'est-à-dire toujours en dehors de soi. Là, le fait d'être coupé d'Internet, tout ça, il y a une urgence à être soi. Voilà. C'est ça. Et on rétablit les bases, les liens qu'enfant, on a mal vécu. Et du coup, on se met à aimer qui on est et à reconnaître ses émotions et ses besoins. Et il y a des tâches, donc on est utile à la communauté. Simple. C'est que des choses simples. Et donc pour plus être dans le mental, c'est ça, c'est d'être connecté à des choses simples, toucher la terre. En fait, d'être conscient. Donc on s'émerveille, comme les enfants, et comme le disait ce jeune homme. Oui, c'est très strict aussi, parce qu'il se lève à 6h30 du matin, il se couche à 22h. Ah oui, comme moi. Et... Ah ouais 6h30 Moi, je me lève encore plus tôt. Pas de mensonge entre nous. 5 heures. Et donc voilà, et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils sont très conscients que les moines sont là pour les aider et qu'ils ne sont pas payés pour ça. Et du coup, ils ont un grand respect pour ces personnes. Ça se voit. Oui. Et il y a aussi une psychothérapeute qui les reçoit gratuitement. Alors, ce qu'elle fait, elle leur demande de faire un petit cadeau. Alors au début, ils font n'importe quoi, ils s'en foutent un peu. Et puis petit à petit, ils font des cadeaux beaucoup plus personnalisés et sur lesquels ils s'appliquent beaucoup. Par exemple, des trucs qu'ils font eux-mêmes, hein. Un gâteau, un mandala, c'est des coloriages, voilà. Enfin vraiment, ils passent du temps. Ils passent du temps et ils sont conscients du fait qu'on les aide. On est dans le donner-recevoir. Voilà. On fonctionne comme ça. C'est ça l'équilibre. Enfin, on s'efface du monde un petit peu. Moi, j'ai peur du retour à la réalité. Je me dis, c'est comme une bulle où on les préserve, où ils sont un peu effacés du monde. Et en fait, je me dis, est-ce que le retour à la réalité n'est pas un peu violent alors, du coup?
au bout des 18 mois, quand ils sont dans la maison annexe, ils sont seuls. Ils ont un ancien qui vient les voir de temps en temps, mais ils sont seuls, ils s'assument eux-mêmes, ils deviennent autonomes, ils travaillent à mi-temps dans le village à côté. Enfin, ils sont remis dans la vie. Voilà. Ouais. Et quand il ne reste que 18 mois, souvent, il n'y en a que 3 sur 5 qui ne retombent pas dans la drogue, mais quand il reste les 3 ans, il y a 80% d'entre eux qui ne rechutent pas. Il faut du temps pour se reconstruire. Voilà. Alors 18 mois, ça ne me paraît pas si long que ça, en fait. Non, emploi enfermé. Ouais. Ils ne sont pas vraiment enfermés. Non, ils sont dans la nature. Ils s'occupent des animaux, ils sont en grand-père. Et puis ils sont entourés. Et alors, ce que je voulais vous dire quand même aussi, c'est que cette association, elle ne reçoit aucune subvention. Donc, ils ont besoin de dons et surtout de bénévoles et de matériel pour des lits, des choses comme ça pour les jeunes. Voilà. Ok, donc ça se passe dans quelle région? Ça se passe en Maine-et-Loire. Voilà, à côté d'Angers. Merci beaucoup. Luc, tu nous as parlé de cette dépendance qui nous touche tous, la dépendance à la technologie, aux tablettes, aux Bien moins téléphones. grave que ce dont tu parlais. Mais beaucoup plus généralisée. Beaucoup plus généralisée et qui touche beaucoup plus de monde. Les Français sont nomophobes. Vous connaissiez ce terme? Non. Je l'ai appris hier. C'est quoi le terme? Nomophobie. En fait, c'est un terme anglo-saxon qui est né de notre surconsommation, de tous ces objets connectés. C'est la no-mobile phobie, d'accord? C'est-à-dire que nous avons la phobie d'être séparés de ce type de truc. Quelle est votre relation avec ces appareils et tout ça? Tous les jours. Oui, c'est devenu mon autre dépendance, là. En tout cas, les Français sont très connectés puisque, juste à titre d'information, 7 Français sur 10 admettent d'être dérangés en dehors de leur boulot, que ce soit par mail, par téléphone, par leur supérieur, par exemple. Un cadre sur 2 dort avec son portable et répond la nuit à ses mails. Donc pas de moment de répit. Voilà, et malgré ça, un tiers d'entre eux déclarent vouloir faire une pause. Ce que certains anglo-saxons ont nommé une digital détox, une cure de désintoxication à tous ces objets. Impressionne aujourd'hui. C'est bon. Je speak English. Ouais, t'as raison. Voilà. Alors j'ai une solution. C'est Pierre et Sylvie. Pierre et Sylvie sont en Gironde, à Merteuil. Alors on s'arrête là. La solution, c'est Pierre et Sylvie. Merci beaucoup. En Gironde. Pierre et Sylvie ont une chambre d'hôte, d'accord, dans le Médoc, donc c'est une très belle région. Mais ils proposent, alors ils n'appellent pas ça stage de désintoxication, mais ils appellent ça un séjour de déconnexion. On arrive, on a tous nos appareils. Donc, dans un premier temps, il va falloir déposer... Et pour certains, c'est difficile. Ah oui, parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, la plupart d'entre eux disent... Bon, on ne leur met pas un pistolet sur la tempe pour y aller, c'est une démarche volontaire. Ils disent, je ne vais pas y arriver parce que c'est un prolongement de mon bras, le téléphone. C'est halluciné d'entendre. Toi, tu pourrais te taire parce que... tout le temps dessus. Non, moi j'utilise mon téléphone comme un téléphone fixe, c'est-à-dire que quand je suis occupée, eh bien je ne réponds pas, jamais. En revanche, pas pointer du doigt comme ça. Pardon, c'est vrai. Pardon. Mais il y en a une autre qui travaille avec nous que je ne citerai pas qui est terrible avec ça. Non mais qui? Voilà, on dépose ça. Et là, on va vous remettre un petit kit, alors on pourrait dire un kit de survie, où il y a des cartes postales avec un stylo, un carnet pour tenir un journal de bord, de la presse papier, des journaux, des jeux de cartes, des jeux de société. En fait, l'idée, c'est de pouvoir consigner sur du papier aussi, avec des mots, des vrais mots. Pas des SMS, mais des cartes. Voilà, avoir une autre façon d'écrire ou de se documenter, de s'informer, pas par des appareils numériques, mais avec de la presse papier. Et après, il y a Pierre, là, le monsieur, qui a une formation de coach, et lui, il va faire un entretien, et c'est là que vous allez m'éclairer, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que par le biais d'entretien, il travaille sur les émotions, et il va faire découvrir aux personnes que pourquoi on est tout le temps sur les appareils? Pourquoi on est tout le temps? Parce qu'en fait, on a peur de briser un lien. C'est ça qu'il a envie de faire. Un lien avec quoi? Avec l'information, bon, pourquoi pas, et puis un lien avec ceux qu'on aime, en fait. Et que si je n'ai pas mon appareil, eh bien, je me sens abandonné de ceux qui m'aiment. Ou on a peur que les autres se sentent abandonnés si on ne répond pas. Voilà. C'est plutôt ça. C'est ça. Si Voilà. tu te sens malade si tu n'as pas répondu à un SMS. Ben oui, surtout si c'est ma fille. Là, ça compte pas.
Voilà. Et à partir du moment où vous le comprenez, c'est toujours l'histoire de l'union, c'est-à-dire qu'on Voilà. veut faire un, donc on veut faire corps avec tout le reste. Mais ça, c'est quand même des prétextes, parce que on peut, contacter la personne, sa fille, son enfant, et Prendre des nouvelles et puis voilà. comme avant, quand il n'y avait pas de portable. C'est ça. On a oublié qu'il y avait tout un va avant. bien, en fait. Moi, j'ai une expérience particulière parce que j'ai fait une émission qui s'appelle La parenthèse inattendue, où il y avait 3 personnalités qui venaient dans une maison de campagne pendant 24 heures. Et c'est vrai que souvent, c'était un moment très fort et je revois des messages de certains, donc je ne vais pas les citer, mais ils sont célèbres. Et donc, me dire merci pour cette expérience qui m'a transfiguré. C'était très flatteur, mais j'avais envie de répondre, on a juste éteint les portables pendant 24 heures. Et donc, c'est une expérience aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire dans ce que tu racontes. C'est qu'en fait, le simple fait d'éteindre le téléphone portable devient une expérience. Parce que c'est une question d'habitude. Quand on prend l'habitude de boire du café, on croit qu'on peut plus se passer du café. Je parle de mon expérience, par exemple. Et puis tout ce qui est devenu indispensable aujourd'hui n'existait pas. À un moment donné, n'existait pas. Je me souviens encore des cabines téléphoniques. Quand on en voit, on est ému. Alors, ce que propose Sylvie, elle aussi, parce qu'elle adore la cuisine, donc elle propose des cours de cuisine, il y a des cours de yoga, il y a du vélo, on peut aller se balader, il y a des châteaux, on est dans le Médoc, donc on peut aller déguster du vin, se balader dans les... reconnecter encore une fois avec la nature. Et voilà, c'est des choses très simples. Le retour au réel. Mais le retour au réel, eh bien, elle me dit, ce qui est impressionnant, c'est que, sans exception, chaque fois que le séjour est terminé, qu'on leur rend leur téléphone, aucun ne se précipite dessus. Et de même, ils disent, OK, je sais que je vais avoir 250 mails et 120 textos, on verra plus tard. C'est pas si mal. C'est réussi. On les félicite. Je pense qu'il y en aura de plus en plus de ce genre de... Je suis surprise, j'aurais pu Ça marche. qu'on On va se précipiter pour savoir. Et ce qui est capital, parce que les gens qui viennent là, ce sont des gens qui sont plutôt des actifs, des gens qui sont des cadres, des gens voilà, dans l'entreprise et tout ça. Eh bien, avec du recul, ils rappellent Sylvie et ils lui disent, en étant plus parcimonieux dans notre utilisation du mobile et des ordinateurs, et c'est prouvé par des études, on est beaucoup plus concentré dans notre travail et du coup, on est plus performant dans notre boulot. Donc, c'est gagné, quoi. C'est formidable. C'est une super initiative. Vous iriez dans ce genre de week-end ? Oui, absolument. D'ailleurs, moi, pour écrire mon livre, en fait, toutes les idées me venaient quand j'allais dans la nature, donc je notais tout. Et quand je rentrais chez moi, j'éteins tout pour pouvoir écrire. Sinon, j'arrive pas à écrire. On est tout le temps sollicité. Donc, superbe initiative. Merci de nous en parler. Ne vous déconnectez pas tout de suite, c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire ? En fait, moi, je vais vous parler d'une appli hyper ludique qui va modifier, qui peut, en tout cas si on le souhaite, modifier nos comportements pour avoir une consommation plus responsable. Parce que c'est ce que je vous le disais, il y a une de nos addictions, c'est quand même effectivement de surconsommer partout. Oui. L'eau, l'électricité, le plastique, tout ça, tout quoi. Pour un confort personnel, voilà, on en oublie qu'on fait quand même du mal à la planète. Et du coup, cette application va nous donner des défis, mais à la cool, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de vous transformer en écolo extrémiste, poils sous les bras, on se lave plus, tout ça. Non, comme moi. Voilà. Là, c'est quand même une application qui nous donne des défis qu'on peut décider de relever ou non. Peut-être y revenir plus tard. J'ai des petits exemples pour vous. Je m'achète une gourde à eau. Pourquoi ? Alors en fait, donc cette application nous explique qu'une bouteille d'eau a quand même une durée de vie de 3 heures, que c'est du plastique effectivement qu'il faut produire, qu'il faut recycler, qu'on jette, etc. Ça pollue le plastique. Ça pollue à fond. Donc là, l'idée, c'est est-ce que j'accepte le défi ? Est-ce que je m'achète une gourde et C'est un premier petit jet. Si on se dit, on veut régler le problème, on ne sait pas par quoi commencer, c'est une idée. Voilà, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, on a envie aussi de faire attention à la planète, mais on ne sait pas par où commencer. Et bien, cette application, c'est 20 astuces concrètes et ludiques, voilà, qu'on peut décider d'appliquer ou non dans sa vie. Okay. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde, s'acheter une gourde. À la portée de tout le monde. On achète une gourde, et on arrête de consommer des bouteilles en plastique. Et surtout, consommer l'eau du robinet coûte beaucoup moins cher que de s'acheter des packs d'eau, en fait. Surtout qu'on a de la chance d'avoir de l'eau potable. Donc, Et moi qui ai des calculs rénaux, l'urologue, il m'a dit, tu bois l'eau du robinet, c'est la meilleure. Voilà. Bonne information. Donc voilà, ça vous donne des informations. Donc en gros, voilà, de l'eau en bouteille coûte 100 fois plus cher que l'eau du robinet. Ça vous donne aussi des liens pour aller acheter, par exemple, une gourde made in France. Ça vous donne des informations sur l'impact en fait que vous allez produire sur la planète, des chiffres. Donc là, par exemple, on sait que si pendant 1 an, on achète une gourde au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, eh bien, on va éviter 9 kilos de CO2 en moins sur votre impact sur la planète. Une personne. C'est pas mal. Par personne. Je fais pipi dans la douche. Ah oui. Ça, c'est conseillé, donc. Hein. C'est conseillé. C'est conseillé.
C'est conseillé parce que ça évite une chasse d'eau, ça évite des litres d'eau dépensés pour rien, alors que Ouais, mais faire ça, pipi- le pipi, J'adore cette époque. le pipi du matin, sans plus, moi. Je trouve. Eh oui, Ah, mais moi, je le faisais, et je trouvais que ça, quand même, ça pue. Mais justement, on a des images. Alors, mais le pipi est plus concentré parce qu'effectivement tu l'as gardé toute la nuit, mais en vrai c'est de l'eau, c'est l'eau qui va dans l'eau, c'est pareil que dans un toilette en vrai. Oui, non, mais Brigitte est contre. Brigitte, Voilà, tout ce que tu veux, la gourde, le machin, tout. Mais pourquoi Pas ça. Oh non, je trouve ça Pourquoi tu trouves ça sale? Parce que c'est dégoûtant. Mais il y en a qui le boivent. Oui, c'est vrai. Seigneur, non. Je suis d'accord. Ok, donc c'est une proposition. Si tu fais pipi dans ta douche, Brigitte, Comment? si tu fais pipi dans ta douche pendant un an, tu peux économiser 4 tonnes d'eau. Attention, le défi n'est pas accepté pour... Voilà. Brigitte. Non. Brigitte passe au défi suivant. Vas-y. Je mets une bouteille d'eau dans ma chasse d'eau. Ah, ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? c'est génial. Je sais, c'est pour empêcher qu'il y ait trop d'eau qui s'en aille. Exactement. En fait, il y a un constat qu'apparemment, dans nos chasses d'eau, on a beaucoup trop d'eau, que les dimensions des chasses d'eau sont surdimensionnées. Donc en fait, on n'aurait pas besoin On consomme d'autant trop d'eau. Voilà, non, mais dans la chasse d'eau, les chasses d'eau sont trop larges en fait. Trop. Pour prendre de la place, Et donc pour prendre de la place, brique aussi. exactement, une brique de lait ou une bouteille d'eau pour réduire les litres d'eau consommés, on met une bouteille d'eau pleine. Ça fait un volume supplémentaire et comme ça, on remplit avec moins d'eau. Exactement. Mais est-ce qu'on met une gourde ou une bouteille en plastique? Non, là, tu en achètes une de bouteille en plastique et tu la mets dans tes toilettes. La boucle est bouclée. Voilà, on accepte le défi, on le refuse. Bon, voilà, j'ai mis des exemples. Je tiens une semaine sans manger de la viande. Ça, on sait que la viande. Alors ça, pas de souci. Moi, je tiens toute la vie. et parce que les chiffres sont effarants. Alors là, les conséquences, si on fait ça. Ouais, les chiffres sont effarants, c'est-à-dire qu'on sait enfin voilà, l'être humain consomme 38 kilos de viande par an, par exemple. Ça veut dire 10 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf. Donc on multiplie. 1 kilo de bœuf, 10 000 litres d'eau. Pour un Parce seul qu'on kilo. peut éteindre, quand on se lave les dents, on peut éteindre l'eau. Wow. On économise quelques litres, mais 10 000 litres d'eau, c'est vraiment le chiffre officiel. C'est le chiffre Pour officiel. 1 litre. Ouais. Donc le simple fait de ne pas manger de viande pendant quelques repas, Eh bien, pendant un an, c'est 10 000 litres d'eau, 9 kilos de CO2 en moins sur l'impact, pour une semaine, pardon. d'accord. Ne serait-ce que pour une semaine. Oui. Ah, c'est pas fou, mal. quoi. Hein. Une semaine, je veux bien. Une semaine. Et alors, du coup, comment pallier au manque de viande? Ça ne veut pas dire devenir végétarien d'ailleurs. Eh C'est bien, faire voilà. une En fait, pause. l'appli vous emmène, donc, parce qu'elle vous envoie des emails aussi, et vous emmène vers des sites internet, par exemple, là, végétariens, pour trouver des recettes. C'est ça. Pour pallier à Là, ces on sait pas, on connaît que les recettes de nos grands-mères, il y a de la viande. Et donc forcément, elle ne se posait pas la question. Et donc des recettes sans viande, on n'a pas trop d'idées. Vous voyez, ça vous accompagne, en fait. C'est une application qui nous accompagne. Une dans dernière, ce j'aime bien ces défis. Ah, encore des défis. J'affiche le calendrier des fruits et légumes de saison dans ma cuisine. Ah oui, ça, oui. Oui, Ça, ça, c'est c'est presque bien. le minimum Bah oui. syndical, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Bah, enfin, pardon, hein, j'ai reçu Jean-Pierre Coff plein de fois et je lui ai avoué un jour à la radio en direct qu'il passait son temps à dire les fruits de saison et qu'en fait je ne connaissais pas les saisons. Maintenant, ça fait pas longtemps que je n'achète plus les tomates en hiver. Ah oui. Parce qu'avant, super vite, non mais ne Les te fraises, moque pas de moi. Bah ouais, les fraises en hiver, je vois. Ouais, ouais. Et ben donc, Effectivement, toi, tu respecter. acceptes Mais on ne connaît pas défi, toujours les saisons. Oui. Puisqu'elle se moque de moi, c'est parti. La saison. Des asperges. Ah, au printemps, oh, j'adore les asperges. Moi aussi, j'adore ça. Là, en fait, consommer de saison, eh bien, ça vous permet d'éviter de transporter les fruits et légumes qui viennent de très loin. Pour, voilà, donc impact écologique réduit aussi. C'est rigolo. Comment elle s'appelle cette application? 90 jours. 90 jours pour changer, voilà, 20 actions concrètes à appliquer. Encore Sur une fois. 90 jours, quoi, en gros. Ouais, à peu près, oui, voilà. Mais en fait, encore une fois, C'est malin, hein, c'est ludique. Oui, à part le Voilà. pipi, moi je. T'achètes tous les défis. Ah ça, je voulais vous en parler aussi, hyper important. Ah. Alors ça, je trouve ça génial aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a une grande tendance à tout laisser brancher tout le temps, même le chargeur de portable. On a fini la charge, on le laisse brancher. Pourquoi en fait? Vous savez que ça continue de consommer, c'est-à-dire que même pour votre facture, en fait, c'est super mauvais. Tous les appareils qui sont en veille, qui sont branchés. Alors qu'est-ce qu'on Ouais, fait ouais. C'est quoi la solution? Eh ben, t'achètes une multiprise avec un interrupteur et quand Tu la coupes le soir. voilà, le soir pour la nuit ou la journée quand Moi, tu je vas le au boulot. Et la viande aussi, je mange pas de viande. Ah, vous avez accepté plusieurs défis. Alors. The winner is la gagnante. Mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Eh ben, tu gagnes d'être plus responsable et de sauver ta planète, D'être fier de toi. de tes enfants. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette application? Très bien. Génial. Génial, c'est oui. génial. Franchement, c'est C'est vrai rigolo. que ça existait. Pas mal. Ouais, c'est ludique. Parce qu'on est tous, parce qu'il y a effectivement tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme pour nous expliquer que tout va mal, tout fout le camp. Donc c'est très culpabilisant et on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas quelles sont les solutions. Donc, c'est des petits exemples, des petites solutions. Et l'idée de le jouer, bah, les gens adorent jouer de toute façon, Oui, en les défi. jeux. Oui. Donc les défis, je trouve ça plutôt malin. Et quand on a relevé le défi, vous cochez que vous avez relevé le défi et du coup, vous avez votre total de ce que vous avez évité comme impact dramatique Donc là, écologique s'ajoute à un chiffre que Comme quand on joue au flipper en fait.
Donc en fait, on a les points qui s'ajoutent. Voilà, exactement. Et là, en fait, je vais vous donner des chiffres. En un an, donc l'application existe depuis à peu près un an, environ 63 millions de kilos de CO2 ont été, grâce à cette application, impactés en moins sur la planète. Et 432 millions de litres d'eau ont été économisés. 432 millions de litres d'eau. Et donc, plus cette application sera connue, plus sera utilisée dans le monde entier. Exactement. Et c'est incroyable. Exactement. Franchement, on les félicite. Donc commençons à faire pipi dans notre douche. Merci en tout cas, merci les camarades. Merci à Très vous. intéressant. Merci d'être venus apporter votre éclairage sur cette histoire extraordinaire, parce que c'est une histoire, encore une fois, universelle, d'une amitié qui s'est avérée toxique pendant un épisode de votre vie. Vous êtes capable d'en parler. Et puis, vous êtes dans le souci de transmission. Donc, confidence d'une ancienne dépendante affective. Christina Marquez, merci beaucoup. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir de partager. Merci d'en avoir parlé toutes les deux. Vous faites un chouette duo. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, jeudi vous serez conquis par le témoignage de ce couple haut en couleur. Malgré les 23 années qui les séparent, Anne, 82 printemps, et Francis, 59 ans, s'aiment encore comme au premier jour. Pourtant, le poids du temps, le regard des autres et les nombreuses critiques auraient pu avoir raison de leur histoire. 30 ans plus tard, les deux amoureux sont la preuve vivante que l'amour n'a pas d'âge, un incroyable message qu'ils partageront avec nous. Je suis avec Anne depuis 34 ans. Au début, ça a été un peu dur. Elle a quand même 23 ans de plus que moi. J'y avais dit, tu sais, quand même, moi je vais vieillir et ça me faisait un petit peu peur quand même. Mais si je deviens croulante, il va me laisser. Non, quand même pas, mais bon. Qu'un homme soit avec une femme plus jeune, c'est dans les mœurs. Mais le contraire, non. Pourquoi?